Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée au secteur des transports. Après le tragique accident d'un bus de voyageurs, de fermes décisions ont été prises. À Ouargla, les travaux du nouveau complexe de traitement de gaz associé touchent bientôt à sa fin. Une infrastructure stratégique qui devrait permettre d'optimiser l'exploitation des ressources, réduire le gaspillage et renforcer l'avenir énergétique du pays. À l'aéroport international d'Alger, tout est fin prêt pour accueillir les délégations venant participer à l'IATF. Des dispositifs spéciaux ont été mis en place pour garantir un accueil fluide dans les meilleures conditions possibles. Et puis nous terminerons avec une chorale des femmes à Tizi Ouzou, dans le village de Tizi Temlelt. Elles chantent pour garder vivantes les histoires d'antan. Une chorale qui porte à la fois la beauté des montagnes et la force de tout un peuple. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion consacrée au secteur des transports. La séance a débuté par une pensée pieuse à la mémoire des victimes du récent drame lié à l'accident de bus qui a révélé plusieurs défaillances. Et à l'issue d'un débat approfondi, après avoir écouté les interventions des participants, plusieurs décisions ont été prises, à savoir l'importation immédiate de 10 000 nouveaux bus destinés au transport de voyageurs pour remplacer l'ancien parc sous la supervision du ministre de l'Industrie, l'importation immédiate et massive de tout type de pneus pour véhicules, l'élaboration de nouvelles législations concernant l'organisation de la circulation routière, notamment les conditions de délivrance du permis de conduire à soumettre au prochain Conseil des ministres, l'instauration de la responsabilité civile pour les auteurs d'accidents de la route, l'assujettissement des conducteurs à un contrôle périodique, ainsi que le renforcement des centres de dépistage pour détecter une éventuelle consommation de stupéfiants et de substances psychotropes. Et pour la première fois, l'élargissement de la responsabilité des accidents aux parties chargées de l'entretien des routes, aux auto-écoles, aux organismes de contrôle technique des véhicules, ainsi qu'à toute autre partie dont la responsabilité serait prouvée. Il a également été décidé du renforcement des contrôles par la gendarmerie nationale et la Sûreté nationale sur l'ensemble du territoire afin d'imposer l'application stricte du code de la route et de réduire le fléau des accidents mortels. Ont pris part à la réunion le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, Boualem Boualem, directeur de cabinet à la présidence de la République, ainsi que les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, des Transports, de l'Industrie, de la Santé et des Travaux publics. Était également présent le conseiller auprès du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, le directeur central de l'industrie militaire au ministère de la Défense nationale, ainsi que le directeur général de la protection civile. Intéressons-nous à présent à un projet d'envergure qui touche bientôt à sa fin dans le sud du pays. À Ouargla, le chantier du complexe de traitement des gaz associés avance à grands pas avec déjà plus de 85% du projet achevé. Il s'agit là d'un site stratégique qui devrait permettre de valoriser le gaz issu du pétrole et de renforcer l'autonomie énergétique du pays. Et pour tenir les délais, plus d'1 millier d'ouvriers s'activent sur place malgré la chaleur et des conditions extrêmes. Rina Lorari. Le compte à rebours est enclenché. À quelques mois de la livraison, le complexe de traitement des gaz associés au pétrole liquéfié implanté à Ouargla prend forme à un rythme soutenu. Avec un taux d'avancement global de 85%, cette infrastructure stratégique est sur le point de devenir un pilier majeur de la souveraineté énergétique nationale. Ce site stratégique devra assurer une capacité de traitement de 10 millions de mètres cubes de gaz associé par jour. À la clé, près de 1000 tonnes de gaz liquéfié, GPL, environ 300 tonnes de condensat et plus de 8,7 millions de mètres cubes de gaz sec produits quotidiennement. Plus de 1200 ouvriers sont mobilisés sur le terrain, malgré des conditions climatiques difficiles. Les équipes redoublent d'efforts pour respecter les délais de livraison. Chaque opération est exécutée avec précision et dans le strict respect des règles de sécurité.
Malgré les difficultés, les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour livrer le projet dans les délais impartis. Le travail de la charpente n'est pas facile, le risque est de 100%. La sécurité, c'est notre priorité absolue. Chacun veille sur son collègue, l'esprit d'équipe étant indispensable à la réussite du chantier. Chaque ouvrier doit porter sa ceinture de sécurité. Nous travaillons très dur. Objectif, relever le défi et livrer le chantier dans les temps. Une fois opérationnel, ce complexe de traitement de gaz associés s'imposera comme l'un des projets phares du secteur des hydrocarbures en Algérie, en renforçant les capacités industrielles du pays et contribuant à garantir son avenir énergétique. Puisqu'on parle d'avenir, il se joue aussi très prochainement, à quelques jours de la foire commerciale intra-africaine. L'aéroport international d'Alger se met au diapason. Les délégations commencent à affluer et tout un dispositif spécial est déjà mis en place pour les accueillir dans les meilleures conditions. La capitale s'apprête ainsi à devenir un véritable carrefour continental des affaires et de la coopération. Badea Amarni. Tout est fin prêt à l'aéroport international d'Alger pour accueillir les participants à la foire commerciale interafricaine. L'établissement de gestion des services aéroportuaires a mis les bouchées doubles. Un dispositif spécial pour assurer aux hôtes de l'Algérie une prise en charge optimale dès leur arrivée. Un centre médical avancé a même été installé et un couloir vert aménagé avec agents dédiés pour les délégations officielles ainsi qu'une batterie de facilitation au niveau des postes de contrôle de la police aux frontières et des douanes. Objectif, offrir une logistique fluide et une image moderne de l'Algérie, porte d'entrée du continent. Nous avons mobilisé et de la ressource humaine et j'ai puisé dans les étudiants qui sont en vacances et ces étudiants sont munis de bagages importants en matière de langue. C'est pour cela que toutes les langues sont disponibles à l'aéroport d'Alger, donc pour orienter, pour contribuer à l'accueil de ces délégations. On a aménagé un salon, alors que ça n'existe dans aucun aéroport au monde, un salon, un lounge digne de ce nom pour les VIP qui doivent attendre les bagages. Et on a mis encore en place des abribus intelligents qui vont justement apporter une touche de plus au confort de cet aéroport. C'est des abribus climatisés, avec intelligence artificielle, connexion Wi-Fi. Ah, autre chose que vous n'avez pas dû remarquer parce qu'on est en train de finaliser, il y aura la Wi-Fi 7 au niveau des arrivées pour permettre à ces hommes d'affaires, à ces VIP, de continuer à travailler dans de meilleures conditions. Des équipes multilingues ont été formées pour l'accompagnement et l'orientation des délégations et des espaces VIP spécialement aménagés pour l'occasion, offrant un cadre raffiné et fonctionnel conformément aux standards internationaux d'accueil protocolaire, pour offrir à chaque invité une expérience à la hauteur de l'importance de l'événement et de l'hospitalité algérienne. On doit travailler d'une façon proactive pour s'adapter d'abord et pour préparer tout événement nouveau. Pour l'IATF, d'abord c'est un événement très important pour notre pays en cette conjoncture. L'Algérie a là aujourd'hui une grande place en Afrique et le continent africain dans son ensemble voit en Algérie un pays qui est ouvert aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent, le commerce algérien intéresse tout le monde, les produits algériens sont très prisés dans pas mal de parties du monde, donc à nous aussi, parce que vous le savez, réussir un événement, c'est 3 paramètres. D'abord, l'accueil. Quand vous êtes bien accueilli, même si vous arrive quoi que ce soit après, vous allez oublier tout parce que vous avez été bien accueilli. Et l'accueil, souvent on parle d'aéroport d'Alger. L'aéroport d'Alger est une frontière par laquelle arrivent l'ensemble des visiteurs de notre pays. Les premiers participants commencent déjà à affluer pour prendre part à ce rendez-vous continental de premier plan. Plus qu'un simple salon, l'événement se veut une plateforme stratégique appelée à devenir un catalyseur majeur pour l'intégration économique et la coopération au sein du continent et pour positionner l'Algérie comme acteur clé du partenariat économique en Afrique. La question sahraoui continue de gagner du terrain sur la scène internationale. Il faut dire que ces derniers jours, plusieurs initiatives et rencontres de haut niveau ont confirmé le soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Des voix de plus en plus nombreuses rappellent la légitimité de cette cause et malgré les pressions et manœuvres du Maroc, tout semble jouer en faveur du Sahara occidental. Fouzi Atedj ainsi que Rina Lourari.
Dans son dernier rapport, attendu à la 80e session de l'Assemblée générale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé une nouvelle fois la légitimité de la cause sahraoui. Une position accueillie favorablement lors du 7e forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, organisé à l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie, où les participants ont réitéré leur soutien indéfectible au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les participants ont salué avec considération la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Agence de développement de l'Afrique du Sud et la République arabe sahraoui démocratique. Le forum a également mis en avant la participation remarquée de la République arabe sahraoui démocratique lors du sommet de l'Atikad tenu récemment à Yokohama au Japon. Ces derniers temps, la question sahraoui retrouve une place importante à l'agenda international, abordé dans toutes ses dimensions juridiques et légitimes. C'est justement dans ce contexte que s'inscrit le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, conférant ainsi à la cause un nouvel élan sur la scène internationale. La cause sahraoui continue de s'imposer comme une lutte légitime et juste, ralliant un soutien international grandissant, notamment parmi les intellectuels et défenseurs des droits humains, qui ont comparé l'occupation marocaine à celle de l'entité sioniste, toutes les deux basées sur des stratégies d'expansion illégale. Portée par les ambitions expansionnistes du Makhzen, la politique marocaine défie ouvertement le droit international et expose la région à de nouveaux foyers de conflit, avec le risque d'alimenter des tensions accrues et de compromettre la stabilité stratégique et sécuritaire. Malgré toutes ces tentatives, les violations répétées de l'occupation marocaine et ses manœuvres à l'encontre du peuple sahraoui ne cessent de se heurter à l'échec et l'isolement, au moment où la cause sahraoui, forte de ses acquis, poursuit résolument son chemin vers l'autodétermination. À Gaza, l'attaque meurtrière qui a frappé l'hôpital Al-Nasr suscite toujours autant de condamnations à travers le monde. Plus de 20 morts, parmi eux des journalistes. Les journalistes et les hôpitaux ne sont pas des cibles, a rappelé le secrétaire général de l'ONU avant d'exiger une enquête internationale rapide et impartiale. L'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, la Suisse ou encore le Qatar et l'Arabie saoudite dénoncent un crime odieux et exigent la protection des médias et des civils. La Chine a de son côté condamné fermement ce bombardement, tandis que plusieurs organisations de presse parlent d'une attaque délibérée contre les journalistes. Des réactions qui soulignent l'urgence de préserver les journalistes et les civils ainsi que la nécessité de rendre des comptes conformément au droit international. Et puis au-delà des bombardements, c'est cette autre urgence qui frappe l'enclave palestinienne. La famine ravage les Gazaouis qui vivent une détresse absolue. Les images qui nous parviennent sont abominables. Le blocus imposé par l'entité sioniste prive la population de tout. Les hôpitaux alertent sur une malnutrition massive et les familles disent ne plus savoir comment tenir. Des appels à un cessez-le-feu et à l'ouverture de couloirs humanitaires se multiplient. Des célébrités dénoncent cette dramatique situation. Wissem Abouzaïd pour la correspondance, commentaire Rina Lohari. À Gaza, la famine frappe durement. Les casseroles sont vides, les ventres aussi. Une situation aggravée par le blocus et les bombardements. Je suis venue chercher de quoi nourrir mes enfants. On a tellement faim qu'on n'arrive même plus à tenir debout. La famine et la malnutrition touchent de plus en plus d'enfants. Dans les hôpitaux de la ville, ils attendent un miracle. Les images parlent d'elles-mêmes. Certains enfants sont si affamés qu'ils ne ressemblent plus qu'à des squelettes. Les autorités sanitaires ont enregistré la mort de plus de 115 enfants, 10 d'entre eux décédés à cause des conséquences directes du blocus imposé depuis plusieurs mois par l'armée sioniste. Je suis terrifiée, j'ai tellement peur de perdre ma fille. Regardez, on arrive à voir ses os à travers sa peau. Elle est exténuée. Je ne peux rien faire pour elle. Je prie Dieu pour qu'il nous vienne en aide. De nombreuses stars américaines et internationales comme Mark Ruffalo se mobilisent contre la famine à Gaza. À travers leurs publications et leurs campagnes, elles cherchent à alerter l'opinion mondiale sur l'ampleur de la crise humanitaire. Gaza is in a state of famine. Famine. This is not a natural disaster. It's not a drought. This is a man-made disaster. It's a man-made criminal act to kill civilian populations. And it's being perpetrated by Israel and the IDF.
They have all the food in the world on one side of the border. And on the other side, they have nothing. Don't let Gaza starve. Speak up. Don't stop until there's a just and lasting peace. More than 80% of the people who have died in this war are civilians. It's insane. Do something. Pour les Palestiniens, la proclamation de l'état de famine par les Nations Unies marque un tournant majeur. Une reconnaissance internationale de la tragédie provoquée par le blocus et le conflit en cours. Cette décision pourrait exercer une pression accrue en faveur de l'ouverture des points de passage et mettre fin à la politique de restriction imposée aux populations razaouis. Une situation dramatique qui sera demain au cœur des débats au Conseil de sécurité de l'ONU. Les 15 membres se réuniront à New York pour leur rendez-vous mensuel sur le Moyen-Orient avec à l'ordre du jour la question palestinienne. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix doit justement présenter un exposé. Les discussions devraient largement tourner autour de la situation humanitaire dans l'enclave. Rappelons que près d'1 million de Palestiniens vivent aujourd'hui dans des conditions d'extrême précarité. En France, le gouvernement de François Bayrou est au pied du mur. À l'Assemblée, un nouveau vote de confiance se prépare et est prévu le 8 septembre prochain dans un climat de tension et de colère sociale. Le Premier ministre français, déjà fragilisé par plusieurs motions de censure, est plus que jamais sous pression, sachant que l'opposition compte miser sur le mécontentement populaire, une sorte de test qui pourrait bien décider de son avenir à Matignon et relancer la question de la stabilité politique du pays. Maïssa Al-Bouala. François Bayrou et son gouvernement vivent peut-être leurs derniers jours. Désormais, tous les regards sont tournés vers le vote de confiance du 8 septembre. Un test décisif, le Premier ministre français parviendra-t-il à rallier suffisamment de soutien pour sauver son gouvernement? Rien n'est moins sûr. Bayrou traverse la plus grave tempête politique de sa carrière depuis son arrivée à Matignon. Sa stratégie d'austérité marquée par une réduction massive des dépenses publiques, le gel des recrutements et des coupes sensibles dans les budgets sociaux est dénoncé partout. Abandonné par ses propres troupes, Bayrou se retrouve pris en étau entre une gauche vent debout et une extrême droite en embuscade, profitant du climat de crise sociale et politique pour capter un électorat déboussolé et prêt à capitaliser sur le mécontentement populaire et à se présenter comme la seule alternative à une politique jugée brutale. Nous avons François Bayrou qui décide en quelque sorte de se soumettre à une motion d'autocensure, qui a bien compris que le 23 septembre il allait tomber et qui donc, devant la mobilisation qui s'annonce d'ampleur le 10 septembre, préfère choisir lui-même sa date de départ. Aujourd'hui, il faut se mobiliser, il faut se réunir autour de la censure immédiate, il faut faire gagner du temps au pays. Pourquoi perdre du temps pendant des semaines et des semaines pour faire croire que M. Bayrou fera demain l'inverse de ce qu'il propose aujourd'hui? Il faut être cohérent, il faut être conséquent, et ça passe par le fait que la censure soit immédiatement votée. Le Premier ministre français, qui a déjà affronté 8 motions de censure, devra en affronter une 9e le 23 septembre. Il se retrouve donc isolé sur l'échiquier politique et joue sa survie. Si l'épreuve de vérité du 8 septembre devait tourner à son désavantage, il pourrait être contraint de quitter Matignon, lâché par une majorité qui n'arrive plus à rassembler. Je veux l'ordre républicain. Et dans l'ordre républicain, quand on est un gouvernement, on essaye, quand on n'est pas d'accord avec lui, soit de le faire changer de trajectoire, soit de le faire tomber. Il est impossible de faire changer de trajectoire, M. Bayrou. Les socialistes nous ont mis dans une mouise pas possible en croyant qu'ils pouvaient s'entendre avec lui. Il trompe tout le monde. Donc, nous allons le faire tomber. C'est le rapport de force économique. Il faut leur montrer que cette inégalité du partage des richesses, ça n'est pas possible. Qui produit la richesse de ce pays? Ce sont les travailleurs. La chute du gouvernement serait un coup de tonnerre dans un pays déjà marqué par la défaillance, la colère sociale et une extrême droite qui guette son heure. Car au-delà du sort de Bayrou, c'est le climat d'instabilité politique en France qui inquiète après des mois de tensions, de manifestations et de fractures sociales. Le pays est donc confronté au risque de paralysie et au spectre d'une instabilité chronique. Revenons chez nous, en Algérie, où certains profitent de ces jours d'été pour prendre de la hauteur. Direction les airs du côté de Béjaïa, où des instructeurs nous emmènent survoler des paysages littéralement époustouflants. Alors on s'équipe d'une sellette, d'un casque, de quelques mousquetons et du moniteur, bien sûr, juste derrière, qui gère absolument tout. Et c'est parti pour un vol en parapente 100% adrénaline. Un reportage de Hicham Daou.
Souad, Walid, Fahem et Kosso. Ces 4 moniteurs font partie du club de parapente situé dans la région d'Aoukas à Béjaïa. Ils accompagnent quand les conditions climatiques sont favorables au vol libre des passionnés des sensations fortes. Donc le monsieur, je suis en train de le préparer. Je lui mets la sellette et le casque. Ça sera mon passager. Donc je vais le faire décoller. Donc ça, on appelle ça la sellette. Donc ça, il sera accroché à moi. Avec ces mousquetons-là, il sera accroché. Il sera le passager et il sera devant. Donc je suis monitrice il y a à peu près 4 ans. Voilà. Donc c'est des niveaux à gravir pour arriver jusqu'à être monitrice. Avec des moniteurs expérimentés à leur côté, les participants pourront à la fois apprendre les bases du parapente et vivre des moments uniques en toute sécurité. Bon, la demande qu'il y a d'un peu partout, même des immigrés qui viennent c'est par rapport à la sensation, c'est par rapport au plaisir quand ils font le vol. Il y a la sécurité aussi. Nous avons notre matériel qui est fait spécialement pour ça. Nous avons aussi même un parachute de secours. Donc, concernant la sécurité, on se base sur ça. Donc, c'est la chose qui nous pousse à avancer un peu et essayer de développer la discipline. En s'élançant des sites de décollage de Béjaïa, les amateurs de parapente pourront savourer les magnifiques paysages. C'est bon, on va aller avancer. Alors, meilleure expérience avec Kosso. Voilà. Une vue panoramique. الله يبارك كاين كلش. الله يبارك كاين كلش البحر كلش Béjaïa est une destination populaire pour le parapente en raison de ses paysages magnifiques et de ses falaises surplombant la mer Méditerranée. La région offre des conditions idéales pour cette activité avec des vents favorables et des sites de décollage très accessibles. Place aux amateurs des sensations fortes. مانيفيك السيت واش تقول على السيت تاع وقص السيت هاي يا نادر لازم تعيشوه من الاخر فوالا allez top là. Direction à présent Tizi Ouzou, dans le village de Tizi Tamelelt, là où ce sont les voix des femmes qui font battre le cœur du patrimoine algérien. Elles chantent pour garder vivantes les histoires d'antan, celles de leur mère, de leur grand-mère, mais aussi celles des jeunes partis trop tôt pour rejoindre la lutte pour l'indépendance du pays. Une chorale qui porte à la fois la beauté des montagnes et la force de tout un peuple auquel notre journaliste Fela Benor a assisté. Tizi Tamelelt se réveille en douceur. Le reflet des rayons de soleil fait ressortir la blancheur de cette terre. Le ton est donné pour une journée animée dans ce village de la commune d'Iflissen. Entre terre et mer, et entre Esfoun et Tizirt. Ici, la beauté se conjugue avec la poésie. Il existe une terre, référence à une terre blanche qui existe dans notre village riche, avec laquelle les femmes badaugenaient les maisons qui étaient en pierre avant. Et la maison en pierre, la voici. Les femmes de Tizi Tamelelt qui se sont occupées des travaux à l'intérieur de la bâtisse revoient les finitions et les détails qui nous permettent de traverser les époques d'une civilisation amazigh profondément algérienne. Il est important de préserver nos traditions et notre patrimoine. Cette maison est à l'identique que celle de nos ancêtres. Ça, par exemple, je l'ai fait moi-même. C'est ici qu'on stockait l'orge, le blé et même les figues sèches.
les figues sèches. Ce sont les hommes qui construisaient ces maisons avec de la pierre et les femmes s'occupaient des finitions en fredonnant des poèmes. Un patrimoine immatériel dont regorge notre pays. Il célèbre, comme pour le cas d'Eshwir, les mariages. Mais il raconte également les affres du colonialisme. Amr Toumi, un jeune homme de 14 ans, arraché à son enfance, il arrange sa mèche face à un miroir et se fait beau pour aller combattre l'armée française. Il s'est promis de revenir avec le drapeau de l'Algérie ou mourir au champ d'honneur. La chorale de Ima Karma reprend souvent cette chanson fièrement. Ima Karma, c'est une figure mystique de ce village. Cette chanson raconte l'histoire d'Amr Toumi, un jeune de la région d'Iflisen qui est parti très jeune rejoindre la lutte armée. Il a juré devant Dieu de ne pas revenir avant l'indépendance de l'Algérie et de porter haut l'emblème national. Ce tissu a été porté par nos mères et nos grands-mères lors de l'indépendance de l'Algérie. On l'appelle Bonjour l'Algérie. Toutes les femmes l'ont porté. On reprend souvent les anciennes chansons de nos artistes qui ont disparu. Demrouali, par exemple, Nora, paix à son âme, qui a chanté sur la beauté de nos montagnes. Voilà qui clôture cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Et on se retrouve demain pour le journal de 19h.